présentation de la main de Michael Martinez qui va nous parler de la qualité du ciel en tant que partie de notre équipe, les chaînes en Manquin. Je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit, parce qu'après les extraordinaires présentations d'aujourd'hui, je ne sais pas si je dois remercier les organisateurs de me permettre de parler ici, mais je vais baisser un petit peu le niveau 1. Donc, je vais vous parler du ciel en tant que une partie de notre équipe. Pourquoi cette idée? Moi, je suis astrophotographe amateur, tout à fait amateur. Puis, j'aime beaucoup l'astrophotographie du ciel profond. Et puis, je pratique cela depuis 17 ans. Et pendant ce temps-là, j'ai eu ma propre évolution et mon propre rapport avec le ciel. Et c'est ce que je suis venue ce que je veux partager ici. Je veux pas d'Excel ou d'informations super intéressantes. Je veux juste vous transmettre mes sensations concernant le ciel. Et quand j'ai mis ce titre, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, en fait, même si j'ai l'impression qu'on a perdu un peu la qualité, un peu de ça, je pense que la qualité du ciel est fondamentale afin de développer des projets. C'est quelque chose qu'on connaît, c'est clair, non? Mais nous avons une perte de qualité du ciel. Et en général, cela nous rend moins résilients et ça, d'une certaine manière, on accepte cette situation. Donc voilà, le chaînon Manquin dans tous les projets, il y a beaucoup d'activités qu'on peut développer, mais tout va s'écrouler s'il y a une partie de la procédure qui n'est pas à la hauteur. Donc le maillot le plus fragile qui peut faire que une capture de données, une photo, etc. Ne soit pas réussite. Quand je parle du chaînon Manquin, je parle de moi parce que je donnais pas assez d'importance à la qualité du ciel dans le passé. Puis, Dieu grâce, j'ai eu des circonstances qui m'ont fait corriger cette erreur, qui m'ont aidé à corriger cette erreur. Donc, lorsqu'on parle de la qualité du ciel, on parle des conditions météo atmosphériques que nous allons avoir. Voilà une photo d'hier, photo de satellite. Je vous la montre parce que des fois... vous voyez, nos amis français, hier, ils pouvaient pas faire grand-chose. Hein. Au Pays Basque, vous voyez, moi j'habite à Vitoria, qui est juste là, à côté de Bilbao. En dessous de Bilbao, toujours. Donc c'était nuageux, donc c'était compliqué de mener une activité astronomique. Nos collègues français ont du mérite hein, quand même. Parce qu'ils ont un ciel qui est souvent moins bon que le nôtre. Donc la qualité du ciel et la qualité de notre atmosphère qui a des composants intrinsèques de l'endroit où on développe notre activité. Des fois on peut pas choisir qu'il y ait des fronts qui rentrent dans l'ouest, qu'il y ait de l'humidité, etc., etc. Donc tout cela on ne peut pas contrôler. Et donc voilà, ça crée des conditions intrinsèques de notre ciel, de là où on est. On peut se déplacer, on peut bouger, mais bon, c'est compliqué quand même. Donc dans ces conditions-là, des fois, les observations sont compliquées. Hein, et il faut un peu de militance en tant qu'astronome amateur que d'effectuer des observations, etc. Mais il y a un autre composant de la qualité du ciel qui est extrinsèque, qui n'est pas lié à la météo, mais plutôt à l'activité humaine, qui est la pollution luminique. Donc oui, je parlais de la pollution lumineuse. C'est quelque chose dont il faut tenir compte. Toujours. Moi j'habite à Vitoria, comme je l'ai dit, à côté de Bilbao. Vous voyez sur la carte. Hein. Et lorsque je commençais à faire l'astrophotographie, je me déplaçais. Hein. Jusqu'à là. Je prenais ma voiture et je me déplaçais là. Parce que lorsque je commençais, on m'avait dit que le plus important était donc la qualité du ciel, l'obscurité, etc., etc. C'était peut-être une période où les appareils qu'on utilisait avaient beaucoup de bruit, donc c'était la seule manière de travailler de manière efficace.
Donc, il fallait ranger les expositions. Puis la contamination, la pollution lumineuse est un problème qui dépend de nous en tant qu'espèce, qui est très lié à notre développement économique. Voilà une image de notre association à Vitoria. Nous avons mené un projet, nous avons caractérisé quelques points des zones les plus obscures du Pays Basque. Comme vous le voyez sur la carte, on va caractériser cet endroit-là. Des points qui sont placés ici afin de développer un projet pour avoir des endroits où effectuer des observations astronomiques, puisque on perd notre connexion, notre lien avec le ciel qui était si normal dans le passé. Donc, vous voyez, celui-ci est un bon point d'observation du Pays Basque. Et puis voilà le ciel avec lequel on est content. Hein. Mais comme je le disais au départ, il y a 15 ans, j'étais très motivée, j'étais jeune, j'ai démarré une nouvelle activité, donc je prenais ma voiture, je faisais 150 km, je partais là, 1h30 de route, j'ai capturé 5 heures de données, je rentrais 150 km et puis le lendemain il fallait aller bosser. Parce que je suis un amateur moi. Puis tout ça c'est très bien, je rentrais avec mes données, je faisais mes petites choses, mais ça fatigue quand même. Pour à mesure des mois, des années, à la recherche d'un bon ciel pour développer l'activité dans les meilleures conditions possibles, pour que tous les chaînons de la chaîne soient forts, ça fatigue. Et donc il y a un moment où je me suis senti heureux avec ce ciel-là. J'étais content avec. Oui, c'est vrai. Je peux intégrer des photos plus courtes avec des longs temps et on obtient la même chose. À peu près. Bon, j'y ai cru. Je sais pas. C'est peut-être pas vrai. Moi, je vais pas parler des statistiques, de données, etc. Hein, je l'ai dit au départ. Vous pouvez être d'accord avec moi ou pas. Vous pouvez avoir des avis beaucoup plus justifiés que le mien. Moi, je vous parle des sensations. Donc, j'ai développé mon travail avec ce ciel-là en tant qu'amateur. Et j'ai travaillé comme ça jusqu'à un point. À un moment, j'ai un ami que, comme Marie a dit ce matin, il faut avoir des bons copains, des bons amis. Et moi, j'ai un ami à Montpellier, Frédéric Thomas, qui avait fait un observatoire à 2 heures de Montpellier à peu près. Et il est mon ami et il est généreux. Et donc, il m'a laissé utiliser mon équipe à son observatoire. Et les choses changeaient beaucoup pour moi. Parce que l'astrophotographie était devenue quelque chose qui pesait pour moi. Au lieu de chercher un bon ciel, je suis assise, restée chez moi, mais c'était une activité exigeante au long cours. Parce qu'on a tous des familles, du boulot, des amis. Et puis des fois, notre ciel notre ciel ne nous permet pas de effectuer des bonnes observations. Il nous faut des facteurs, des variables correctes pour aller observer. Et donc, mon ami m'a demandé d'aller chez lui. Je suis partie. J'ai gagné beaucoup en qualité de vie. J'ai beaucoup gagné en termes de qualité du ciel, parce que c'est beaucoup mieux que le nôtre au Pays Basque. Et à partir de 30 degrés de hauteur vers le sud, je ne pouvais pas faire des photos parce qu'il y a une petite ville qui faisait en sorte que ce soit impossible d'obtenir une photo de toute la Voie lactée. Il y a un photographe qui ne peut pas prendre une photo du centre de la Voie lactée. Ça sert à quoi donc? Mais bon, j'ai dit c'est ok. J'ai le télescope dans cet observatoire ici. Ça me permet de travailler à partir de chez moi, enfin à côté de chez moi. Je pouvais rester avec ma famille plus longtemps, avec mon copain, ou je voyais un match de foot de temps en temps, parce que moi j'aime bien le foot. Puis dans ces circonstances, j'ai continué mon travail. Je pensais que j'étais content, mais j'étais en train de laisser du côté la variable ciel. J'avais priorisé
autre chose. C'est raisonnable, mais je commençais à ne pas regarder la qualité du ciel comme étant un facteur déterminant de mon travail. Puis je continuais comme ça jusqu'à il y a 3 ans. Et là, quelque chose s'est passé. J'ai pu installer mon équipe au Chili. Et puis, mon ami Cédric Thomas, et puis son collègue et ami Franck Yobard. Et voilà, ces 2 gars-là de Montpellier se sont lancés une aventure. C'est vraiment une aventure, hein, un projet qui était le développement d'une zone de hosting de télescope au Chili, le meilleur ciel au monde. Et donc voilà, ils sont partis de Montpellier à la vallée de Rio Hurtado. Puis Franck, qui est à droite, il est parti avec sa famille. Hein. Il a pris sa famille, il a pris sa fille et il est déménagé à la vallée de Rio Hurtado, un village qui s'appelle Pichasca, 1500 habitants. Il est parti, carrément. Puis, lorsqu'on a commencé à penser, d'accord, où est-ce qu'on va mettre l'observatoire de ce type pour que les amateurs puissent mettre leurs équipes, etc. Donc, où est-ce qu'on va le mettre? Au Chili. Si le Chili est le meilleur ciel au monde, on va y aller. Et c'est fait, hein. Je dis que c'est le meilleur ciel du monde, mais c'est pas moi qui le dis, hein. Dans quelques années, 70% des infrastructures multimillionnaires d'observatoires du monde vont être au Chili, justement. Alors, mon ami Cédric et mon ami Franck m'ont invité à me mettre là et à mettre mon équipe là. Donc c'est le rêve de n'importe quel amateur de l'astronomie et l'astrophotographie. Moi, je n'ai pas un rapport commercial avec mes collègues, c'est juste l'amitié et puis bien sûr le remerciement que je leur porte parce qu'ils m'ont laissé mettre mes affaires là. Donc c'est un endroit fantastique. C'est à 40 km en ligne droite de Bellarubin, de Gemini Sud, du Souab. Donc ils partagent avec eux l'un des meilleurs ciels au monde. 1800 mètres d'altitude, 320 nuits sans nuages par an. 320, imaginez. Une humidité relative de 20-30%, un flux atmosphérique laminaire, un signe de 0,6. Bon, des conditions incroyables pour la pratique de tout type d'astronomie, pratiquement. Donc, vous voyez ici, graphique des conditions d'humidité d'hier soir, enfin de cette nuit. 40% d'humidité. Quand j'ai vu ça, la première fois, quand j'ai installé tous mes affaires là, j'ai appelé Franck et je lui ai dit, d'accord, vous avez un problème avec les capteurs, les pointages ne vont pas, parce qu'ici au Pays Basque, lorsqu'on a 70% d'humidité, on est très content. Et cela a une influence importante sur le seeing. Si vous faites de la haute résolution, c'est critique. Donc voilà le ciel qu'on a là-bas au Chili. Donc, je parlais des caractéristiques intrinsèques du ciel, le seeing, etc., etc. Mais qu'est-ce qui se passe avec les caractéristiques extrinsèques, ce que les êtres humains faisons, la pollution lumineuse que nous créons. Vous voyez ici des graphiques effectués par une société française qui fait des études de pollution lumineuse, et puis ils ont effectué quelques mesures là-bas concernant la qualité du ciel là-bas au Chili. Puis la qualité du ciel, et vous le voyez ici, c'est des graphiques correspondant à beaucoup de jours. Ces mouvements, des graphiques représentent le moment où la Voie lactée passe par-dessus, parce que la Voie lactée passe par-dessus, là. Tu es là, et tu as le centre de la Voie lactée qui passe par-dessus. Comme ici, le signe. Donc, ça a un effet de 0,6 magnitude par seconde carré. Voilà pourquoi vous voyez ces mouvements. Mais tous ces graphiques correspondent au moment où la Lune est en dessous de 10 degrés. Donc, mais quand cela n'est pas comme ça, vous voyez à gauche, nous avons 23 magnitudes. 22, 23. Donc, et les éléments intrinsèques et
extrinsèques là-bas sont énormes, sont excellentes. Donc, cela m'a ouvert un monde complètement différent. Le ciel est différent, j'ai pu observer autre chose. Il n'y a pas que ça. Je me suis amusée avec cette qualité du ciel au Chili. J'ai beaucoup gagné en termes de qualité, de productivité, pourquoi pas le dire. C'est très important pour un astrophotographe. Lorsque j'ai installé mon équipe là-bas, un jour, je me suis dit, je vais enregistrer les données des heures efficaces réelles pendant lesquelles j'obtenais des données là-bas. Donc, octobre 2020, 105, novembre 2020, 96, etc. Vous le voyez ici. En 2022, la moyenne est de 135 heures de date de qualité par mois, qui consiste en les photos que j'ai fait, l'exposition et puis faire l'addition. C'est facile, 135 heures par mois. Maintenant, c'est moi les chaînons manquants. C'est moi la contrainte parce que j'ai tellement de données que j'ai pas le temps de les traiter. Et ça, c'est un problème. Donc, la productivité augmente énormément. La qualité des prises individuelles, etc., augmente dramatiquement. Mais la productivité, c'est quelque chose qu'il faut mettre en valeur parce que cela nous permet de faire des choses qui sont plus complexes, dont je parlais plus tard. La qualité du ciel, on la voit lorsqu'on, par exemple, on fait une prise d'un objet à 15 degrés de hauteur ou à 77 degrés de hauteur. Donc, c'est pratiquement équivalent. Les données obtenues dans les deux cas. Et donc, l'uniformité de toutes ces données augmente énormément. Puis, lorsqu'on applique les algorithmes, toutes les statistiques derrière les algorithmes, tout devient plus fiable. Il y a des gens qui sont très habiles avec les ordinateurs en conditions de pire de ciel. Ils peuvent obtenir des bonnes données parce qu'ils connaissent bien le matériel informatique. Moi, c'est pas le cas. Mais bon, voilà une des conséquences qui augmentent la productivité. Donc, je m'en fous si je suis à 15 degrés, à 77 degrés. Si vous vous souvenez du graphique précédent, du ciel à côté d'Alaba, là, à partir de 20 degrés ou moins, la productivité n'est pas très élevée. Et cela nous permet de développer des projets beaucoup plus complexes, d'ailleurs. Voilà la constellation. Vous voyez ici quelques supernovas. C'est un projet de 8 panneaux, un mosaïque de 8 panneaux, 11 degrés x 7 degrés, des filtres LRGB. Il y a 6 filtres, au total 249 heures capturées pour effectuer ce mosaïque, 935 images au total, plus les flats, etc., etc. 935 images. Alors, donc aborder un projet comme cela dans notre ciel, c'est très compliqué. Je peux avoir un observatoire à distance ici, mais le ciel ne me permet pas d'obtenir cette productivité. Donc, c'est un projet qu'on peut développer au Chili en 3 mois, mais ce serait un projet qui durerait des années ici. Et si on va à la montagne à prendre des photos, ça dépend de la vie. Donc, la qualité du ciel a un lien direct avec ce qu'on peut développer, ce qu'on peut faire. Et donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyons résilients, défendons un ciel noir. Parce que si l'on obtient des bonnes conditions de travail, on va être beaucoup plus satisfait, beaucoup plus content avec notre travail. Donc j'espère que ma présentation a été intéressante pour vous. Merci beaucoup de votre attention. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, merci beaucoup. C'est pas une question, c'est un remerciement, tout simplement à toutes les personnes qui font de l'astrophotographie, parce que derrière une astrophoto, il y a beaucoup de travail de planification, de travail, de traitement, des nuits froides, de mauvais temps, etc.
Et beaucoup de personnes voient juste une image, c'est tout. Et donc, ils ne savent pas que c'est un travail très important ce que vous faites. Merci, merci beaucoup de ce remerciement. Moi, personnellement, je m'en fous parce que je fais ça pour moi, parce que j'aime bien. Et puis, je suis content. Et si mon épouse aime bien ça et ma fille aime bien ça, bah, je suis content. Mais c'est vrai. Ce que vous dites, des fois on pense aux photos de Hubble, des photos obtenues dans des conditions énormes. Et lorsqu'on montre une photo d'amateur, on dit bah c'est bien. Mais bon, c'est quelque chose qu'on fait pour soi-même, à vrai dire. Et si on te donne un like, bah tant mieux. Mickaël, bonjour. Je suis ravie de t'écouter. Puis j'ai un commentaire. J'étais à San Pedro de Atacama et on était presque 25 nuits de suite en train de faire des observations. La lune nous a dérangé un petit peu des fois, mais bon, j'ai noté toutes les photos qu'on faisait. Et c'est curieux, je voyais que la nuit, il n'y avait pas de rosée. Bon, c'était un plaisir que de travailler là. Il y a des points dans la péninsule ibérique où on peut avoir des ciels semblables, même si l'horizon est complètement détruit, mais il y a des choses très intéressantes. Mais tu as raison, il faut se battre pour que le ciel noir ne disparaisse pas, les cieux noirs ne disparaissent pas. Il faut dépolluer le ciel, il faut convaincre les mairies pour qu'ils remplacent le LED blanc par des LED PC ambar. Et puis maintenant qu'on a ces crises énergétiques grâce à M. Poutine, je crois que c'est le bon moment de le faire. Oui, c'est vrai, il y a des endroits formidables dans la péninsule ibérique pour l'observation du ciel. Hein. Je ne les connais pas tous, mais c'est compliqué que d'obtenir des horizons où à 15 degrés on puisse faire des photographies merveilleuse. Hein. Moi, en Argentine, j'étais en contact avec les gens de l'Observatoire de Casillo à San Juan. Il y a des gens qui sont très sympas, qui veulent travailler avec des astrophotographes. Et donc, ils parlent espagnol d'ailleurs, donc c'était un avantage énorme. Donc, ça pourrait être très intéressant. Oui, c'est sûr. Bah, Cédric parle espagnol parfaitement, donc ça aide aussi. Merci. Merci bien. Maintenant, nous allons avoir la table ronde, on va tout organiser et après on continue. Un moment, s'il vous plaît. Les orateurs suivants, enfin ceux qui restent encore, qui doivent encore présenter leur conférence, Joaquín, Satur, Rocío, Guillem, Josécho et Enrique, dès qu'on aura fini avec la table Pro-Am, restez un moment avec nous pour essayer les micros et tout ça.